l'idée du repas à Rome doit aussi correspondre à l'idée de sobriété, car les Romains, contrairement à la légende, sont des gens sobres et qui mangent peu. Seuls quelques privilégiés pouvaient s'adonner à des dîners fastueux. Et encore, ces dîners étaient-ils composés de deux parties, d'une part le banquet, la cena, d'autre part la commissatio, qui le prolongeait, c'est-à-dire la beuverie, une sorte d'orgie, une partie fine, où le maître du banquet proposait de boire un certain nombre de coupes de vin, de porter des toasts à la santé des uns ou des autres, et qui pouvait se terminer fort tard et quelquefois dans un état d'ébriété certain. Chez les riches, que l'on ait abusé du vin ou pas, on mange systématiquement allongé, en se servant uniquement avec la main droite. À table, les règles sont strictes et résultent d'un subtil équilibre entre faste et superstition. Dans toutes les riches demeures romaines, comme la Villa Julia Felix de Pompéi, la salle à manger, le triclinium, est une représentation symbolique du monde. Alors, il faut imaginer que la salle à manger est cet univers avec ses trois parties principales. Le plafond qui représente le monde des dieux, le ciel. Il est composé d'autre part de la table qui ici, bien sûr, pour l'instant fait défaut et sur laquelle les serviteurs plaçaient les plats. Et cette table représente la terre. Et puis le monde des morts, c'est-à-dire le sol sur lequel on jetait les détritus qui étaient destinés précisément aux défunts. À Rome, quand on reçoit, il s'agit surtout d'impressionner ses hôtes. La réussite sociale ou politique se mesure à la qualité et à l'abondance des mets. Mais l'ordinaire est beaucoup plus frugal. L'influence grecque est toujours présente et le régime méditerranéen domine encore largement. Il est très faiblement protéiné et les Romains l'ont simplement enrichi de céréales. Les Romains, à l'origine d'abord, n'avaient pas les moyens de manger de viande, ils en mangeaient très rarement, juste les jours de fête. Et c'était donc, comme disaient les Grecs, qui les considéraient toujours avec mépris, des mangeurs de bouillie. Donc les céréales, les légumes, quelques fruits bien entendu. Sinon, par la suite, ils ont aimé beaucoup les ragoûts, et notamment ce qu'on appelle le minutal, qui est un peu un ragoût à tout faire. On peut mettre de la viande, on peut mettre du poisson, avec des fruits, et naturellement des condiments, ou bien alors des boulettes. Ils aimaient aussi beaucoup les boulettes, notamment les boulettes de viande, que naturellement, ils trempaient dans de la sauce plutôt grasse. Je parle, bien sûr, sous le contrôle d'Hercule, qui écrase les serpents dans ses petites mains. Que ce soit pour les élites romaines ou pour le peuple, dès le début de l'ère chrétienne, le rythme des repas est le même pour tous. Le petit déjeuner, le jentaculum, est pris dès le réveil. C'est essentiellement du pain, du fromage, trempé dans de l'huile d'olive. On l'accompagne de quelques fruits. Les plébéiens, qui n'ont pas les moyens de s'offrir un triclinium, mangent assis. Avec cela, il faut tenir jusqu'à la tombée du jour, jusqu'au seul vrai repas, la cena, la scène. Mais entre-temps, il y a tout de même une petite pause déjeuner possible. C'est le prandium. Les pauvres sortent un morceau de pain et quelques olives. Les citoyens plus fortunés peuvent s'offrir quelques denrées chaudes au thermopolium. C'est en fait le premier système de restauration rapide. Que ce soit au coin des rues de Pompéi, de Rome, ou dans cette rue reconstituée de l'archéosite de Montance, à côté d'Albi, le thermopolium propose un ou deux plats du jour
que l'on peut emporter immédiatement ou manger sur place. Dans ce thermopolium de Pompéi, il y avait sûrement sur le comptoir des olives, des fruits et des plats chauds, comme des bouillies de céréales et peut-être même des saucisses. La restauration rapide est même à portée de tous les voyageurs sur l'immense réseau de voies créé par l'Empire. Tous les 60 km, les ingénieurs romains ont bâti des mansiones, qui sont de véritables aires de service. Marcheurs et cavaliers peuvent se reposer, s'occuper de leur monture et bien sûr prendre un repas. On y trouve toujours au moins du pain frais. Parce que le pain, il y en a partout dans l'Empire. Il se présente généralement sous forme de galettes et permet à tout le monde de manger à sa faim. L'Empire ne connaît pas la famine. Le pain est même un formidable outil de politique sociale. À Rome, 200 à 300 000 démunis reçoivent 2 pains chaque jour. Et quand l'Empire célèbre une nouvelle conquête, ils ont même droit toujours gratuitement au vin. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les provinces autour de Rome sont les plus gros exportateurs de vin du monde antique. 2 siècles plus tard, l'Empire a pratiquement doublé et la situation s'est inversée. Rome n'est plus exportateur, mais importateur. Bacchus est de moins en moins romain. Les vignes ont colonisé tout le pourtour de la Méditerranée. Dans le sud de la Gaule, le domaine de Touricoulée jouit déjà d'une solide réputation. On y développe tout l'art de la viticulture gallo-romaine. La vigne est cultivée sur pied ou dans les airs, en échalas. Plus surprenant, elle enlace très souvent les oliviers. Selon la légende, le raisin, fruit de cet amour, transmet ainsi au vin la vigueur de la vigne et la résistance de l'olivier. La vigne est un art, mais aussi un marché. Et en fonction de leurs clients, les vignerons de l'Antiquité se sont très vite spécialisés. Les Romains n'aimaient pas les cépages rouges, ils n'appréciaient que les raisins blancs. Il semble qu'en revanche, les Gaulois et les Grecs aient apprécié les cépages rouges. Ceci dit, les Gaulois ont une coutume que les Romains considèrent comme épouvantablement barbare, c'est de boire le vin pur. Le vin, c'est toujours bu coupé d'eau, sauf en Allemagne et en Gaule. Après, les Gallo-Romains ont au contraire adopté, avec ce qu'on appelle la romanisation, avec l'imitation des mœurs des vainqueurs, une consommation du type de celle des Romains. Dans les grands domaines viticoles de l'Antiquité, la main-d'œuvre ne coûte pas cher. Évidemment, ce sont des esclaves. Il n'y a pas encore de contrôle de qualité. Ce qui compte, c'est la quantité. Les amphores du domaine de Touricoulée se vendent comme des petits pains. Aujourd'hui, ce domaine s'appelle le Mas des Tourelles. Mais il résiste encore et toujours à la modernité. Il est pourtant régulièrement envahi par de pacifiques tasses de vin très contemporains et très curieux de découvrir un musée vivant de la vinification à la romaine. Dans la véritable réplique d'une cella vignaria, une cave gallo-romaine, les restes de raisins foulés au pied sont pressés par une immense poutre en chêne qui pèse plus de 2 tonnes. Hervé Durand, en concertation avec des archéologues et des spécialistes de la viticulture romaine, produit 3 crus. Sur ce site,
où se trouve l'ancienne fabrique d'amphores du domaine de Touricoulée. Trois crus, le Mulsum, qui est un vin avec du miel, puisque les Romains ne connaissaient pas le sucre, et quand ils voulaient sucrer des vins, la meilleure astuce était de mettre du miel. Donc ce sont des vins mielés qui étaient bu à l'apéritif, au gustatiio. Un deuxième vin qui est le Touricoulée, qui est un vin avec de l'eau de mer et du fenugrec, qui est une plante aromatique méditerranéenne, qui lui donne une caractéristique très spéciale et qui est notamment marquée par ses saveurs de noix. Et puis un troisième vin qui est le Carénum, qui est un vin doux. Ce vin a une couleur qui n'est déjà plus la couleur d'un vin blanc, mais ce sont des vins qui s'oxydent très vite et qui vont aller vers le marron, puis vers le noir. Sucré, salé, oxydé. Le Mas des Tourelles produit chaque année 10 000 bouteilles de vin qui ont un fort degré d'histoire. C'est la passion d'Hervé Durand. Mais par raison, il produit aussi 500 000 bouteilles de cru un peu plus au goût du jour, qu'il exporte cette fois vers l'Amérique du Nord. La mer est l'élément qui coûte le plus cher au ventre de l'homme, tant par ses préparations que par ses mets et ses gourmandises. Cette constatation de l'écrivain Pline l'Ancien pourrait être de Lucullus. On ne se souvient guère que ce général devenu sénateur a conquis l'Asie mineure, mais l'histoire a retenu qu'il fut l'un des premiers grands gastronomes. Et comme tous les Romains, Lucullus adore les produits de la mer. Pour ne pas être tributaire des colères de Neptune, il a même sacrifié à la dernière mode l'élevage en vivier. Les patriciens ont ainsi à disposition rouget, congre, poulpe, bonite ou turbo, produits prisés et fort chers. Le poisson ordinaire coûte 2 fois à 3 fois plus que la meilleure viande. Certaines belles prises, comme les murènes ou les bars, peuvent même se vendre aux enchères. Du coup, les Romains qui n'étaient pas fous du tout ont systématisé la pisciculture. Le bar, à un moment donné, a failli disparaître. Et ils se sont mis ils ont compris qu'il fallait le sauver. Bon, ils ont fait des bassins en Méditerranée pour élever des bars, hein, des loups. Et ils les ont appelés les lécheurs d'assiettes. Pourquoi? Parce qu'ils les plaçaient directement à la sortie des bouches d'égout. Donc le poisson se nourrissait de tout ce qui sortait de là, et ils en faisaient de sacrés morceaux, quoi. Ils faisaient de sacrées pièces. Hein. À Rome, déjà donc, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Du poisson, les Romains ne jettent rien. Têtes, viscères, parfois un peu pourrissants, sont pressés et filtrés pour fabriquer l'incontournable garum. Ce jus fortement salé relève la plupart des plats qui sont souvent un peu trop fades. Aujourd'hui, ceux qui usent encore du garum vivent très loin de Rome, en Asie, et ils l'appellent gnoc-mam. Autre péché mignon, la volaille. Pour elle, les Romains sont aux petits soins. Comme il faut qu'elle soit bien dodue, on l'engraisse, mais pas n'importe comment. Les fresques de la Villa des Vetii à Pompéi en témoignent. Tout ce qui vole est gavé, avec l'un des fruits les plus appréciés des Romains, la figue. Le récolte est toujours un grand rendez-vous gourmand pour cette famille de patriciens propriétaires de la terre. C'est aussi un supplice de Tantale pour les esclaves. Et pas question de compromettre le foie d'oie engraissé aux figues, l'un des plats les plus renommés de la cuisine romaine. Foie et figues,
dans la culture latine, sont tellement intimement liées que la figue, ficus, a donné son nom au foie, ficatum. Consommées fraîches, sèches ou avec du miel, les figues sont aussi l'un des ingrédients favoris des accords sucrés-salés de toutes les tables romaines. Vingt siècles plus tard, pour retrouver l'étonnante diversité des figues vendues pendant l'Antiquité, il faut se rendre en Provence, à quelques kilomètres de Vaison-la-Romaine. Pierre Beau cultive ici 300 espèces différentes de figues, autre fruit chéri du dieu Bacchus. Un fruit plus ancien que Rome elle-même. À Rome, il y a un figuier très célèbre, le figuier ruminal, sous lequel ont été découverts Rémus et Romulus, les fondateurs de Rome. Et puis on a aussi toute une panoplie de variétés, 20-25 variétés qui ont été décrites par Pline et qui étaient présentes sur les marchés romains. La figue est devenue rentable et ses boutures sont exportées jusqu'au Japon, avec toute leur histoire. Il y a beaucoup de variétés qui sont d'origine italienne et les Romains ont beaucoup travaillé d'ailleurs à diversifier au fur et à mesure de leurs invasions la panoplie des variétés qui peuvent être très différentes avec des fruits très sucrés, d'autres beaucoup moins. Et là on peut aussi jouer après en cuisine avec toute cette diversité aussi. Botaniste et pépiniériste, il est aussi fine-gueule et il adore fournir ses meilleurs fruits à son grand ami, le restaurateur Raoul Reichrath. Tu vas pouvoir jouer avec ça. Et puis, tu as Grise de Saint-Jean ici pour faire l'anchois, peut-être. Brunswick pour l'anchoyade, Sultane rôti ou dalmate, très sucré en dessert, Saint-Jean ou Dauphine pour les grands plats. Les connaissances de Jean-Pierre et le talent de Raoul mettent la figue à la bouche, si l'on ose dire. C'est un fruit qui est mal connu, je crois. Et je crois qu'avec les variétés que Pierre me peut proposer, je peux vraiment faire un menu de 5 à 6 plats et proposer chaque plat un autre aspect de ce fruit. Délices et tentations. On comprend mieux pourquoi il y a 2000 ans, Rome déclencha une guerre pour quelques figues. En 150 avant Jésus-Christ, Caton se présente à Rome devant les sénateurs, un panier de figues toutes fraîches à la main. Quand pensez-vous que ce fruit a été cueilli? Eh bien, sachez qu'il a été cueilli à Carthage il y a 3 jours, tant l'ennemi est proche de nos murs. Carthago delenda. Il faut détruire Carthage. L'image de ces figues fraîches cueillies il y a seulement 3 jours chez l'ennemi est si forte que Rome déclenche la 3e guerre punique et que Scipion réussit enfin à réduire la dissidence. Deux siècles plus tard, en 98 après Jésus-Christ, sous le règne de Trajan, l'Empire romain est à son apogée. La Pax Romana règne partout ou presque. 25 légions surveillent les frontières de l'Empire, du nord de l'Angleterre au Sahara, du Portugal à la Syrie. Au nord de Bagacum, des centuries se mettent en marche. Les tribus germaines sont en rébellion.
Agacum, aujourd'hui s'appelle Bavay. C'est dans le nord de la France. Ces légionnaires se retrouvent tous les ans sur le site de l'ancien forum. Dans le civil, cet Opsio, le sous-officier Marcus Julius Gallus, est professeur d'histoire au lycée d'Albi. Précis et méticuleux, il a reconstitué dans les moindres détails le pactage d'un soldat romain. L'invincibilité de Rome ne s'est pas acquise uniquement à la pointe du glaive ou du pilum, mais aussi grâce à une logistique sans faille. Chacun de nous porte entre 3 et 10 jours de ration de blé dans son paquetage et chacun de nous consomme à peu près 1,4 kg, 1,5 kg de blé par jour. Donc pour une légion, c'est 7 tonnes de blé. Quand les légions marchent, les charrettes suivent. C'est le ravitaillement qui fait la force de Rome et qui permet à 5000 hommes d'effectuer 30 km par jour avec un pactage de 40 kg. Au camp, le soir, Marcus Julius sait que le moral de ses hommes est au fond de la gamelle. Chacun a sa ration de légumes secs, mais l'Opsio n'hésite pas à jouer les pater familias pour améliorer un peu l'ordinaire. Alors pour rendre des pois chiches plus sympathiques à manger, vous les mélangez avec du cumin à volonté, en fonction de votre goût. Ou bien vous faites cuire vos lentilles, et là vous mélangez au goût également, avec du vinaigre de vin et du miel. Nous aimons beaucoup ces mélanges de sucré et de salé. Les légumes secs assurent le triomphe des légions. Légers à porter, ils tiennent bien au corps. Grande favorite des besaces, les lentilles blondes du centre de la Gaule. Elles sont aussi très pratiques pour jouer au latronculus, l'ancêtre du jacquet. On risque moins à miser des lentilles que des sesterces. Sur les pentes du Cantal, dans le Massif central, terre traditionnelle d'élevage, la lentille blonde, plus douce et plus fruitée que sa cousine verte, tente un timide retour. Ouais. Avec la dernière pluie qu'il a fait, commence à s'émietter, ça commence à tomber. Si on a la chance d'avoir une dizaine de jours sans eau, avec du vent du sud qui sèche un peu. Comment ça sèche les vertes? Ouais, tu vois, celle-là, c'est vraiment de... Grâce à la ténacité de petits producteurs et au progrès de la science agronomique, les lentilles blondes, mais aussi les pois blonds, redeviennent des produits très tendance. Le pois blond de Planaise est un peu plus gros que la lentille que l'on cultive ici. Son goût est assez proche finalement de la lentille, puisqu'on a un terroir qui s'exprime de la même façon, donc on a un petit goût de châtaigne. Le goût est assez doux et sucré, mais en tout cas beaucoup moins farineux que par exemple un pois chiche que l'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Donc je dirais que c'est à l'intermédiaire entre un pois cassé et un pois chiche. Dans la région de Saint-Flour, Jérôme Cazenave, un jeune restaurateur, relance ses légumes secs. Lentilles blondes en amuse-bouche pour attendre patiemment les pois blancs. Magie des terres volcaniques. 1 heure de cuisson suffit. Il en faudrait 4 pour des pois venus d'ailleurs. Avec un simple filet de rouget, ces pois sont un véritable délice digne des gastronomes romains. À travers tout l'Empire, une catégorie de la population est particulièrement choyée. Ce sont les gladiateurs. À l'école de Nîmes, dirigée par le célèbre docteur Sextus Latinus, menu sur mesure pour chaque combattant. Ils viennent souvent de très loin, de toute la Gaule et même de l'Ibérie. Ils valent très cher. Il faut les soigner. Pois chiches, légumes et fromages à volonté en fonction de leur poids et de leurs entraînements.
Le gladiateur, c'est un sportif. Contrairement à l'image que donne le cinéma hollywoodien, c'est pas quelqu'un qui est là pour tuer le plus vite possible dans l'arène. C'est quelqu'un qui a eu un entraînement qui est long. On a investi sur lui au niveau de l'entraînement. Il s'entraîne dans une technique. Donc, comme les grands sportifs actuels, ils vont avoir des sucres lents. Ils vont pas avoir de pâtes, mais ils vont avoir ce qui revient au même. Ils vont avoir des céréales, de l'épeautre notamment. Ils vont avoir aussi des pois chiches. Ils vont avoir ce qui constitue cette nourriture fondamentale du monde romain et méditerranéen qui donne de la force, de l'énergie, et donc ce sera la base de leur nourriture. Pour la boisson, régime strict. Pas de vin, de l'eau, simplement. Et encore pas trop fraîche. Elle couperait les jambes et le souffle. Dans les fossés de la faculté de Nîmes, les gladiateurs de l'Institut Acta démontrent que ces hommes, parfois plus célèbres que nos joueurs de football, étaient avant tout des sportifs de haut niveau. À leur manière, ils renvoient à leurs études des scientifiques autrichiens qui ont récemment affirmé que les gladiateurs trop riches et trop gras devaient avoir des allures de sumotori. Les techniques où on demande de la vélocité, où on demande du souffle, où on demande surtout dans le rétiaire sécoutor de pouvoir courir pour le sécoutor avec un casque sur la tête. On imagine mal quelqu'un de 120 kg qui puisse pendant 3 minutes, un combat ça dure pas beaucoup plus, qui puisse courir après un rétiaire qui lui n'a rien et peut avoir toute la vélocité possible. Donc les limites forcément du régime elles sont là. Donc ce qu'on voit sur les iconographies c'est que les gladiateurs sont musclés, sont athlétiques, on voit jamais de gladiateurs gros et gras. Chorégraphie parfaitement réglée, rigueur des combats et parfois, bien sûr, la mort. Dans les souterrains des arènes, Rome bascule alors dans la superstition. Des fossoyeurs masqués récupèrent le sang encore chaud des victimes et courent le revendre. Remède souverain contre l'épilepsie, dit-on, et surtout fluide de jouvence. Au soleil, c'est plus facile. Richesse, douceur, conservation, onctuosité. Les Romains savent déjà tout des vertus de l'olive, de ses pâtes, de ses huiles. C'est le corps gras de base pour tous les repas et toutes les sauces. Ils connaissent aussi très bien les bienfaits des autres végétaux. Pline, dans son histoire naturelle, énumère ainsi les qualités de la salade. Salutaire contre la goutte, les scintillements des yeux et les luxations. Les Romains cultivent concombres, asperges, champignons, poireaux, carottes ou artichauts. Et de nombreuses plantes aromatiques. De la menthe, du coriandre, de l'ail, du céleri, du cumin ou le laurier, servant aussi à confectionner des couronnes. Ils connaissent et apprécient les épices venues des marches de l'Empire. Ils aiment particulièrement le poivre et les clous de girofle. Et ils adorent les mélanges, les accords de matière et de saveur. Celui qui est le plus inventif en la matière, c'est un certain Marcus Gavius Apicius, un vrai créateur qui, en prime, sait écrire et transmettre ses inventions. Le premier grand gastronome de l'histoire voudrait ce soir un lapin au miel et des rossignols aux pétales de rose. Avant de rejoindre en cuisine ses complices de la troupe Auxilia, spécialiste des reconstitutions romaines, notre Apicius d'un jour se remémore quelques savoureux passages du De Re Coquinare, la Bible de la gastronomie antique.
Pour l'empereur Tibère, Apicius invente tous les jours tétines de truie farcies aux oursins, pieds de chameau au miel, panses de brebis farcies, crevettes de Libye aux noisettes de veau. Son imagination est sans limite. Martial a tenu la chronique de cet immense gourmet, trop ambitieux, trop exigeant. Apicius sombre dans la dépression. Il estime en 37 avant Jésus-Christ qu'il n'a plus les moyens de créer et d'innover sans cesse. Apicius, écrit Martial, il te restait une bonne dizaine de millions. Pourtant, ne pouvant te faire à cette situation, tu as avalé le suprême breuvage, une coupe de poison. Jamais, Apicius, tu te montreras plus gourmand. Redoutant de ne pouvoir poursuivre dans l'excellence, Apicius n'a sûrement pas imaginé une seconde que son nom traverserait les siècles. La force qu'avait Apicius, c'était celle-là, c'était de mélanger les saveurs et de ne pas tuer l'élément principal. L'élément principal étant ou le poisson, ou la viande, ou la volaille, ou quoi que ce soit. Vous voyez? Et en même temps, à le rehausser et lui redonner un goût que, par définition, on ne peut pas expliquer. Parce qu'il y a trop de mélange de saveurs. Que ce soit ce lapin, passé au miel, ou avec ses sauces, Apicius mélange comme tous les Romains le sucré et l'acide. D'abord parce que c'est bon, mais aussi parce que c'est sain. Très sain. Alors l'art de marier le sucré et le salé, je dirais, dans la gastronomie romaine, c'est plus de l'aigre doux, je veux dire, c'est marier le sucre avec l'acide. Hein? Le sucre avec l'acide, pourquoi? Parce que justement, il y a ce côté gustatif qui fait saliver un peu, hein? Mais c'est surtout pour disons du côté digestif, hein, le sucre et l'acide permet de brûler les graisses. Le lapin n'ira pas seul au triclinium. Il sera accompagné d'escargots farcis, de boudins de légumes et de bien d'autres mets encore. Il est temps de le passer au four, dans une simple tuile. Pendant la cuisson, les coquisses, les aides cuisiniers, peuvent préparer les fameux rossignols aux pétales de rose, en commençant par la cueillette. Apicius a un excellent fournisseur de rossignols, mais quelques cailles ou des grives peuvent faire l'affaire. Il faut compter 2 oiseaux par personne. Laissez reposer les pétales de rose à la surface de l'eau. Les coquisses ont déjà haché leurs abats. Apicius surveille en personne la consistance de la farce, élément essentiel d'une recette romaine. Une fois que les nobles volatiles sont délicatement enduits de miel, coupez finement menthe et livèche. Ensuite, dans une généreuse dose d'huile d'olive, pilez poivre, coriandre, ail et clous de girofle, avec des herbes aromatiques, accompagnées d'une larme de défruitum, du concentré de jus de raisin. Après la réalisation de cette sauce, Apicius ordonne de fourrer délicatement chaque oiseau avec un beau pruneau. Au bout de 30 minutes de cuisson à feu doux, on place les pétales de rose juste avant de servir. Avec une bonne amphore de Falerme, c'est un pur bonheur.
Apicius éblouit ainsi ses gens, et Drusus, le fils de Tibère. Tout Rome parle avec émerveillement de son nouveau plat. Apicius est furieusement à la mode. Et il inscrit cette recette sur les tablettes de l'EPC, l'école patricienne de cuisine qu'il vient d'ouvrir dans la capitale de l'Empire. Il y enseigne les secrets des Saint-Jacques farcis à la murène, des caviars de langue de flamand rose, ou de la tourte aux cailles et au miel. Apicius est au fait de sa splendeur, 6 ans avant qu'il ne mette un terme à ses jours.